Pensez-vous que les chevaliers médiévaux menaient une vie de faste et d'honneur? Détrompez-vous. La réalité était bien moins reluisante. En fait, plus de soldats médiévaux mouraient de maladies de camp comme la dysenterie et le typhus que lors des combats réels. Oubliez l'image des duels à l'épée héroïque. La plupart des soldats faisaient face à une lutte quotidienne pour la survie contre la saleté, l'épuisement et la menace constante des maladies. Même des blessures mineures pouvaient être fatales, car les plaies infectées fauchaient plus de vie que les lames ennemies ne l'ont jamais fait. Les archéologues ont trouvé, dans des endroits comme le château de Stirling, des squelettes présentant des fractures crâniennes répétées et des signes de privation chronique, bien loin de la chevalerie. Dans cette vidéo, nous vous montrons ce que cela signifiait réellement d'être un soldat médiéval, en commençant par la misère quotidienne qui forgeait leur existence. Vous êtes-vous déjà demandé comment un soldat pouvait fonctionner alors qu'il luttait contre des maladies constantes avant même le début du combat? Pour un soldat médiéval, le quotidien consistait à endurer la saleté, l'inconfort et les agents pathogènes permanents. La réalité était rude. La plupart des soldats dormaient à même le sol ou sur des joncs qui n'avaient pas été changés depuis des mois, voire jamais. Ces matériaux de litière, souvent récupérés par les archéologues à proximité de sites comme le château de Stirling, étaient infestés de puces et de poux, rendant l'hygiène presque impossible. Le sol froid n'offrait guère de protection contre les intempéries, et, lorsqu'il pleuvait, la boue pénétrait rapidement partout. Les soldats se réveillaient en grelottant, les vêtements moites et la peau démangeant à cause de la vermine qui prospérait dans ces conditions. Les installations sanitaires dans les camps étaient presque totalement inexistantes. Les déchets humains et animaux s'accumulaient dans les zones de vie, des fosses ouvertes ou des tranchées servant de latrines de fortune, souvent situées dangereusement près des lieux de repos et de repas des soldats. L'odeur était inévitable, et le sol lui-même devenait un foyer de maladie. Les joncs au sol étaient rarement remplacés et retenaient la saleté pendant des semaines ou des mois, aggravant une situation déjà terrible. L'exposition à un tel environnement signifiait que même de petites plaies pouvaient s'enflammer et que chaque maladie se propageait rapidement dans les rangs serrés. Les épidémies étaient fréquentes et mortelles. La dysenterie et le typhus décimaient régulièrement la force de frappe, mettant parfois hors de combat une demi-armée avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. Les chroniqueurs ont décrit comment, lors du siège de Kenilworth par Henri III, qui dura 172 jours, les maladies balayèrent le camp, laissant beaucoup de soldats trop faibles pour combattre. Les sources médicales médiévales confirment que plus de soldats mouraient de ces maladies de camp que par les armes ennemies. Le manque d'hygiène de base, de savon ou d'eau propre, signifiait qu'il n'y avait presque rien à faire pour prévenir les maladies une fois qu'elles s'étaient installées. Ce n'étaient pas seulement les soldats qui souffraient pendant les croisades et d'autres longues campagnes. Beaucoup emmenaient leurs familles, épouses, enfants et même parents âgés, dans l'espoir que leur présence apporterait du réconfort. Ekkehard Dora a rapporté comment les foyers de croisés voyageaient avec tous leurs biens, exposant ainsi tout le monde au même danger. Les enfants jouaient dans la boue et les déchets, tandis que les conjoints tentaient d'entretenir les vêtements et de mettre de la nourriture sur la table, le tout au milieu de la misère. L'ensemble du camp devenait une communauté vulnérable, et la maladie ou la faim fauchaient des vies sans distinction. Les vêtements n'offraient guère de protection. Les soldats portaient la même tunique et les mêmes chausses pendant des semaines ou des mois, sans vêtements de rechange et sans possibilité de laver ce qu'ils possédaient. Poux et puces vivaient dans chaque couture, et, même si un soldat réussissait à les retirer, il revenait à la tombée de la nuit. Les démangeaisons et l'inconfort constant faisaient partie de la vie quotidienne. Les plaies infectées, les éruptions cutanées et les ulcères étaient monnaie courante, et l'absence de savon ou d'eau propre signifiait que même la plus petite égratignure pouvait devenir une menace sérieuse.
L'intimité n'existait pas. Les soldats dormaient côte à côte, entassés dans des granges ou accroupis en plein champ. L'air était rempli des bruits de toux, de ronflements et de gémissements, tandis que les hommes luttaient contre des crampes d'estomac dues à des aliments avariés ou à des maladies. Rats et autres vermines filaient entre les rouleaux de couchage, et, quand la pluie tombait, tout le monde et tout était trempé. La boue collait aux bottes et aux vêtements, durcissant en une croûte impossible à enlever. L'exposition aux éléments coûta de nombreuses vies. Et, pour ceux qui survivaient, la misère était sans fin. Le camp lui-même était une scène de chaos. Les soldats buvaient tout alcool qu'ils pouvaient trouver, se battaient parfois entre eux ou cherchèrent de la nourriture dans les villages voisins. Le manque d'ordre rendait impossible le contrôle de la propagation des maladies. Si une personne tombait malade, la maladie se propageait rapidement dans le camp, infectant des dizaines de personnes en quelques jours. Il n'y avait pas de traitement ou de quarantaine efficace, seulement l'espoir de ne pas être le prochain. Malgré tout cela, on attendait des soldats qu'ils soient prêts au combat à tout moment. Beaucoup n'y parvenaient jamais. La mort par privation, maladie ou blessure infectée était fréquente et restait souvent non consignée car elle se produisait loin du champ de bataille. Les chroniqueurs médiévaux et les textes médicaux s'accordent à dire que, pour la plupart des soldats, le véritable danger n'était pas l'ennemi, mais les conditions qu'ils devaient endurer chaque jour. Ces épreuves ne minaient pas seulement le moral, elles affaiblissaient les corps et rendaient chacun plus vulnérable à tout ce qui pourrait suivre. Et quand la faim s'installait, la lutte pour la survie devenait encore plus désespérée. Pour la plupart des soldats médiévaux, le combat quotidien s'étendait à la nourriture qu'ils consommaient, ou plus souvent, qu'ils ne pouvaient pas consommer. Le ravitaillement d'une armée était rarement une priorité, et la responsabilité de se procurer de la nourriture reposait uniquement sur les épaules de chaque homme. Charlemagne ordonna à chaque soldat de transporter des provisions pour 3 mois. Pourtant, lors des campagnes, les réserves s'épuisaient, forçant les hommes à se nourrir de bouillie claire ou de viande en saumure qui calmait la faim plus qu'elle ne nourrissait le corps. Les provisions préparées à la maison disparaissaient rapidement en route, et il y avait rarement un plan de secours. Le régime standard était simple et répétitif. Du pain sec, s'il n'était pas moisi, et de la viande salée, coriace et excessivement saumurée. Les soldats mâchaient ces rations pendant des jours ou des semaines, y mélangeant parfois une bouillie fine et aqueuse faite des céréales disponibles. Cette nourriture était insipide et offrait peu d'énergie. Les fruits et légumes frais n'étaient presque jamais disponibles, surtout lors de longues marches ou en campagne, ce qui signifiait que les carences vitaminiques étaient fréquentes. Le scorbut, connu pour ses gencives gonflées et ses articulations douloureuses, n'était pas seulement une maladie de marins. Les armées terrestres subissaient le même sort. La faiblesse et la cicatrisation lente des blessures devinrent la norme. Les sièges entraînaient les pénuries les plus graves. Coupés des approvisionnements extérieurs, les soldats, comme les civils à l'intérieur des murs de la forteresse, faisaient face au lent broyage de la faim. Le siège de Kenilworth, d'une durée de 172 jours, en est un exemple frappant. Les défenseurs comme les attaquants manquèrent de nourriture, les rations diminuant jusqu'à ce que même l'essentiel fasse défaut. Dans ces conditions, les gens faisaient bouillir le cuir des bottes ou des ceintures pour préparer un bouillon clair, dans l'espoir de retarder la mort par inanition d'un jour de plus. L'absence de nourriture était une tactique délibérée. La faim était une arme, tout autant que l'épée ou la flèche. Lorsque les armées se déplaçaient, elles laissaient derrière elles une trace de villages vides et de fermes pillées. La dépendance au pillage devint une pratique standard dès que les provisions officielles étaient épuisées. Pourtant, les pillages étaient imprévisibles. Parfois, il n'y avait plus rien à prendre, surtout si les habitants s'étaient déjà enfuis ou avaient caché leurs réserves. Même quand quelque chose était trouvé, c'était souvent contaminé ou avarié. La consommation de céréales récoltées à la hâte
ou de viande mal préparée entraînait de nouvelles maladies et aggravait la misère. Quand les rations venaient à manquer, les armées recouraient au pillage. Mais même cela pouvait apporter des aliments souillés et des maladies, augmentant encore la détresse du soldat. La malnutrition affectait chaque aspect de la vie d'un soldat. Un régime manquant de nutriments essentiels rendait les hommes faibles et incapables de se remettre de blessures mineures. Une égratignure infectée par une armure mal ajustée pouvait être fatale si le corps manquait de ressources pour combattre l'infection. Hunger rendait les soldats moins efficaces au combat, plus vulnérables aux maladies et plus lents à réagir aux dangers. Le manque de nourriture adéquate ne minait pas seulement l'énergie. Il détruisait le moral et la discipline, transformant des hommes affamés en un risque pour les commandants qui avaient besoin d'ordre sur le champ de bataille. L'imprévisibilité de l'approvisionnement alimentaire signifiait que même les meilleurs plans pouvaient échouer. La règle des 3 mois de Charlemagne était rarement appliquée, et les défaillances logistiques étaient monnaie courante. Les marches duraient plus longtemps que prévu. Les batailles retardaient le ravitaillement, et le mauvais temps ruinait le peu de nourriture disponible. Chaque campagne portait le risque que la faim frappe avant l'ennemi. Pendant les sièges, la situation devenait souvent désespérée. Certains récits mentionnent comment les soldats bricolaient des repas avec tout ce qu'ils trouvaient, faisant bouillir du cuir de chaussures, mâchant des racines ou survivant grâce à des bouillies claires, étirées au maximum. Ces mesures ne servaient pas seulement à éviter l'inconfort, il s'agissait de pure survie. La faim affaiblissait des armées entières, bien avant que les combats ne prennent fin. Les conséquences sur la santé étaient graves. Corps affaiblis, augmentation de l'incidence des maladies et taux de mortalité élevés pour des causes sans lien avec le combat. Pour le soldat moyen, il n'y avait aucune gloire dans la lutte quotidienne pour la nourriture. La carence nutritionnelle aggravait toutes les autres épreuves, de la maladie à l'épuisement en passant par le risque de blessure. Et quand venait le moment de faire face à l'ennemi, de nombreux soldats étaient déjà désavantagés, leur corps et leur esprit étant épuisés par la faim. Pourriez-vous imaginer affronter un champ de bataille alors que votre corps dépérit littéralement par manque de nutriments? Trots du combat quotidien pour la nourriture, les soldats devaient encore compter sur leur équipement pour survivre sur le champ de bataille. Pourtant, l'épée, le bouclier et l'armure qui étaient censés les protéger apportaient souvent leurs propres problèmes. Les armes et les armures devaient offrir une protection et donner à un soldat une chance de combattre. En réalité, ces outils comportaient leurs propres dangers et échouaient souvent au moment le plus crucial. Le type et la qualité de l'équipement d'un soldat dépendaient presque exclusivement de ce qu'il pouvait s'offrir. La plupart des fantassins devaient se contenter de ce qu'ils pouvaient trouver ou acheter. Des pourpoints de cuir rapiécés, de vieilles cottes de mailles, ou parfois rien du tout à part des vêtements épais. Seuls ceux qui possédaient de la richesse pouvaient s'offrir une cotte de mailles complète, ou même la rare armure de plaque. L'écart entre ceux qui étaient bien équipés et les mal lotis était flagrant, et il signifiait souvent la différence entre la vie et la mort. L'armure elle-même comportait de lourds inconvénients. Les traités militaires médiévaux et les registres montrent que les armures complètes pouvaient peser plus de 100 livres. Même les combattants expérimentés peinaient sous cette charge et étaient épuisés avant même que le combat ne commence. Les aumes avec des fentes de vision protégèrent peut-être le visage d'un soldat, mais ils rendaient aussi difficile de voir les dangers et d'y réagir. Pour beaucoup, l'armure était autant une entrave qu'une protection. Elle ralentissait le mouvement, restreignait l'agilité et rendait presque impossible de se relever si l'on était jeté au sol dans le chaos de la bataille. Les armes étaient tout aussi peu fiables. L'épée, si souvent idéalisée, était un objet coûteux et pas toujours bien fabriqué. Des lames mal forgées se brisaient souvent sous l'effort, laissant un soldat désarmé dans le chaos. Comme le notent les sources médiévales, les lances, bien que moins chères et plus faciles à fabriquer,
pouvaient se briser lorsqu'elles étaient poussées contre des armures ou se perdre dans la mêlée des corps. De nombreux soldats, surtout des rangs inférieurs, combattaient avec tout ce qu'ils trouvaient. Des outils agricoles affûtés, des haches ou même des bâtons solides. Ces armes de fortune étaient impuissantes contre de véritables armures et laissaient souvent leurs porteurs sans protection. La violence des combats médiévaux était directe et brutale. Les batailles n'étaient pas des concours élégants, mais des affrontements bondés et frénétiques où chacun tentait de survivre. Les lames coupaient rarement proprement à travers l'armure. Au lieu de cela, elles ricochaient, se tordaient ou volaient en éclats, forçant les soldats à utiliser ce qui leur tombait sous la main. Les preuves en sont visibles dans les restes sur des sites comme le château de Stirling. Un squelette trouvé là présentait 44 fractures crâniennes distinctes et 60 impacts sur le corps, preuve de la nature implacable et chaotique de ces combats. Ces blessures étaient rarement nettes ou instantanément fatales. La plupart des plaies étaient profondes, déchiquetées, et laissaient souvent des séquelles permanentes aux survivants. Survivre à une bataille ne signifiait pas être en sécurité. Même une petite plaie pouvait devenir mortelle en quelques jours. Les connaissances médicales étaient rudimentaires et les traitements disponibles étaient cruels. Si un membre devait être amputé, les chirurgiens cautérisaient souvent la plaie avec de la poix bouillante, une méthode aussi douloureuse que dangereuse. Les infections s'installaient rapidement et, sans antibiotiques ou hygiène adéquate, même des blessures mineures pouvaient mener à une septicémie ou à la mort. Les soldats qui survivaient à la violence initiale mouraient souvent lentement de plaies, qui suppuraient et propageaient l'infection dans tout le corps. Pour ceux qui ne pouvaient plus se battre ou travailler, il n'y avait guère de soutien. Beaucoup finissaient mendiants ou dépendaient de l'aumône, leurs blessures servant de mémorial à la dureté de la guerre médiévale. La réalité pour la plupart des soldats était que le combat ne se terminait pas quand la bataille était finie. Les dangers liés à un équipement défaillant, des armes peu fiables et des soins médicaux insuffisants les poursuivaient longtemps après que les champs de bataille furent vides. La promesse de gloire était souvent remplacée par une lutte quotidienne pour la survie, laissant peu de place à l'héroïsme si souvent célébré dans les récits. La vie d'un soldat médiéval était tout sauf glorieuse. Derrière chaque campagne, les soldats faisaient face à un défi quotidien contre la faim, la maladie et l'épuisement qui forgeaient leur vie plus que n'importe quelle bataille. Camps sales, rations maigres et armes peu fiables préparaient le terrain pour les privations bien avant que les combats ne commencent. Les estimations historiques montrent que les maladies de camp et la faim ont coûté plus de vies humaines que les batailles rangées, soulignant que la simple survie était pour la plupart la véritable victoire. La prochaine fois que vous entendrez des récits de combattants chevaleresques, souvenez-vous que la plupart des soldats médiévaux, sans nourriture, équipement ou médecine adéquate, n'ont jamais connu la gloire. Si ces vérités brutales ont changé votre vision du faste du passé, quels autres mythes historiques se cachent, selon vous, juste sous nos yeux? Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les légendes du passé, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous donner un j'aime. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Semez les graines du futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.